Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Pissenlit sur Radio Campus Dijon. Bonjour Thierry. Mais ça va Stéphane? Ça va bien, en forme aujourd'hui, il fait beau, donc tout va bien. Et nous voilà repartis sur de nouvelles aventures pour parler encore d'écologie, développement durable et autres. Et comme Thierry aime bien le faire, petit rappel de différentes émissions qu'on a fait depuis le début de l'année quand même pour montrer qu'on parle de choses très différentes. Dans notre série Qui fait quoi mais qui sait? Voilà, pas forcément dans l'ordre chronologique, mais c'est pas grave. Extractivisme, c'était le mois dernier avec Juliette Renaud et Anna Bednik, où on parlait des minerais qui disparaissent de par le monde, hein. On avait parlé un peu avant des indicateurs économiques alternatifs avec Jean-Patrick Masson et Catherine Vandriès, une autre façon de voir la croissance ou autre. Les agendas 21 avec Aurélien Trieux d'Alter Bourgogne. On avait parlé de l'obsolescence programmée avec Nathalie Chevigny et aussi d'Envie, de l'association Envie, basée à Dijon et Chenauve. Et de la loi de consommation avec Monsieur Laurent Grand-Guillaume, on était revenu sur l'obsolescence et il nous avait aussi beaucoup parlé des semences, l'exception comment s'appelle cette loi? Voilà, bon ça y est, j'ai déjà oublié une partie du... Quoi qu'il en soit, un grand merci à tous ces gens-là et un grand salut au passage. Alors aujourd'hui, on change encore de sujet, enfin même si tout est lié de toute façon, pour peut-être un sujet qui est moins connu du grand public. Nous, on découvre en même temps que vous. Et c'est bien pour ça que ça nous intéresse. Voilà, et on a la chance d'avoir trois personnes de la DREAL. Alors, la DREAL, c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Voilà, pour en parler, nous avons trois invités. Alors, que je regarde, on a le monsieur Hugues Dola. Bonjour. Bonjour. Monsieur Fabien Grange. Bonjour. Et monsieur Michel Quinet. Bonjour. Voilà ce qu'on vous propose. On va découvrir l'ADREAL. On va peut-être pas répondre à toutes les questions, mais un moyen de découvrir cet organisme. Alors, une petite présentation historique de l'ADREAL. Oh, mais non. On va peut-être demander quelles sont leurs fonctions respectives quand pardon. même. Oui, on peut commencer par là. Donc bonjour, mais je suis Fabien Grand, je suis le responsable de la mission communication donc, de l'ADREAL et je vais vous parler dans quelques instants en fait, de l'historique de création de cette direction régionale. Voilà. Hugues Dola, moi je suis le directeur adjoint de l'ADREAL Bourgogne et j'interviendrai plus pour vous présenter à la fois les missions et les organisations et puis après on rentrera un petit peu dans le vif du sujet sur différents cadres. Michel Quinet, pour illustrer l'action de la DREAL, je suis le responsable du service transport et j'ai eu dans cette fonction la charge de diriger l'opération de la Lino. Bon, un sujet bien local. Ouais, et la semaine dernière, la DREAL, évidemment, c'était la semaine dernière. La première semaine d'avril. Oui, la première semaine d'avril, oui, rappelons que la DREAL avait organisé sa semaine du développement durable. Il y avait eu une conf, hein, si ça me... Si oui, je me tout à fait, souviens. il y avait une conférence sur le lundi. le fait de consommer autrement, en fait. Et puis il y a eu aussi, et on a eu le plaisir de vous accueillir, un grand marché bio et consommé autrement, qui était la troisième édition, toujours dans le cadre de la semaine du développement durable. Et qui est très sympa. Moi, j'aime bien faire ça chez vous. C'est très sympa. Très Eh bien, sympa. merci. Donc, l'ADREAL, qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? C'est comment? Alors, l'ADREAL, donc vous l'avez rappelé, c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne. On a fêté nos 4 ans le 11 janvier 2014. On a été créé en 2010. Ah, c'est récent. Ouais, bon, c'est récent, mais on a déjà 4 ans. Ouais. En fait, la DREAL, elle est issue en fait, d'un comité en fait, de modernisation des politiques publiques en 2007, à l'époque où Jean-Louis Borloo était ministre du MEDAT à l'époque, donc le ministère de l'écologie, de l'environnement, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Et donc, il y a eu une volonté en fait de fusionner en fait les ex-grandes sphères équipement et environnement, pour faire simple, et de créer un échelon régional unifié de ce nouveau ministère qui est donc la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et qui est issu surtout de la fusion de 4 anciennes directions régionales qui étaient peut-être davantage connues du grand public: la direction régionale de l'équipement, la direction régionale de l'environnement et la DRIR, en fait, direction régionale de l'industrie, de la recherche, et le E m'échappe toujours, environnement, tout à fait. Voilà. Ok. Voilà donc ce qu'est la DREAL. Il y en a une dans chaque région. En Île-de-France, il y a peut-être une organisation un peu particulière. Donc ça s'appelle pas une DREAL. Il y a 3 directions régionales et interdépartementales.
Donc la DRIEA, la DRI2E et la DRIHL, donc sur l'environnement, l'aménagement, l'habitat et le logement, et la DRI2E, Hugues, je me souviens jamais, mais... Équipement et... Non, environnement et énergie. Environnement, énergie, voilà. Donc il y a eu une réforme de l'État au niveau territorial. Donc je ne sais pas si vos auditeurs en ont peut-être entendu parler, on appelait ça la REAT, donc la réforme de l'administration territoriale de l'État. Donc ça c'est pour l'échelon régional, donc la DREAL avec d'autres directions régionales. Donc il y a eu en fait une sorte de resserrement, mais il y a aussi l'échelon départemental. Donc l'échelon régional est communément présenté comme un échelon de pilotage et l'échelon départemental plus un échelon opérationnel, et il a un caractère interministériel, ce qu'on appelle les DDI, Direction départementale interministérielle. Donc vous connaissez peut-être, et vos auditeurs aussi, la Direction départementale des territoires. Nous, c'est un interlocuteur de tous les jours. La DDT, anciennement, c'était la DDEA, équipement et agriculture. Il y avait déjà eu une phase déjà de rapprochement, et aujourd'hui c'est la direction départementale des territoires. Donc tout ça est très technique, mais ça vous et administratif surtout, mais ça vous dresse un panorama. C'est plein de jolis petits noms. Voilà, on a plein d'acronymes et, C'est ça. et on est obligé de faire un peu Physiquement à Dijon, vous êtes basé? Alors on est basé boulevard Voltaire en fait, donc sur l'ancien site de la direction régionale de France Télécom, voire même peut-être interrégional, France Télécom, je ne sais plus, sur lequel bien abritent aussi nos collègues de la Direct, donc la direction régionale de l'emploi, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'entreprise. Il y a aussi l'autorité de sûreté nucléaire. Qui est là-bas. Qui est là-bas, ouais, tout à fait. Ouais. Et puis il reste un petit bout de France Télécom, aujourd'hui Orange, qui est plus des locaux plus techniques. Voilà. D'accord. Eh bien, Ça assomme, hein. oui, direct, là, je dois dire que On a bien fait, hein. j'ai lu avant de venir, mais là, oups, d'un seul coup. On n'aurait pas dû commencer par lui. Non, mais voilà, c'est une présentation un peu organique de la C'est ça, réelle. c'est Mais ça. Mais bon, en lisant sur le site web, parce que pour faire simple, je dirais que c'est la partie régionale du ministère de l'écologie, c'est bien ça, pour faire ultra simple. Alors, je vais prendre le relais. On peut peut-être passer aux missions, ce sera Voilà. Oui, plus simple voilà, que les pour acronymes. comprendre. En fait, on a des ministères de tutelle, dont effectivement le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'environnement et de l'énergie, pardon. Et puis on a le ministère du logement et de l'égalité des territoires. Donc on a deux ministères de tutelle. Et après, en fonction des réorganisations du gouvernement et des intitulés des ministères, ça évolue un petit peu dans le temps. Mais le cœur de métier effectivement de la DREAL, il est rappelé dans un décret de février 2009. Et la liste est relativement longue. Alors je vais quand même vous la citer, au moins pour donner le panorama, même si ça peut pour les auditeurs être difficile à digérer en tant que tel, mais on dit que sous l'autorité donc des préfets de région, bien sûr, et des préfets de département, donc on travaille aussi pour le compte des préfets de département, on met en œuvre la coordination des politiques de l'État sur le développement durable, donc là ça brasse très large, la transition écologique, la lutte contre le changement climatique, la préservation et la qualité des milieux, de la biodiversité, des paysages, la prévention de la pollution, la prévention des risques et des nuisances, ainsi que le logement, l'hébergement, la rénovation urbaine et les transports. Donc vous voyez que le panel est quand même très très large par rapport au domaine de compétences sur lequel on intervient. Et puis il y a un autre alinéa de ce décret qui me paraît important, c'est que les DREAL doivent contribuer à l'information, à l'éducation des citoyens aux enjeux du développement durable, à leur sensibilisation aux risques et à participer à l'émergence de l'économie verte et équitable. Donc, vous voyez, il y a quand même bien derrière toutes ces missions assez larges, une ambition forte en tout cas d'un pilotage régional de ces politiques. Oui, il y a beaucoup de sujets. Là. Vous êtes combien à travailler? Parce que là, c'est... 3. On en a 3 aujourd'hui. Bon, et il faut rester modeste une fois qu'on parle de ces sujets-là, parce que l'État a un rôle important à jouer, effectivement un rôle stratégique, et puis un rôle d'intérêt général à défendre. Mais pour avancer sur ces politiques-là, bien sûr, il faut mobiliser tous les acteurs, les collectivités, le monde associatif, les citoyens, les entreprises, et mettre autour de la table, un petit peu comme ça a pu être fait au moment du Grenelle de l'environnement, toutes les composantes des forces vives du
du territoire. Alors, on a la coutume, quand on présente les missions de l'Adréal, de repartir un petit peu des postures. Il faut avoir en tête quand même que c'est, finalement, on touche le quotidien des citoyens. Hein. Quand on parle de tous ces sujets-là, c'est le quotidien C'est le moins qu'on des puisse citoyens. dire. Alors, bien sûr, on a c'est une administration, donc on est dans l'élaboration de documents cadres, de documents stratégiques, et maintenant on élabore, y compris avec le Conseil régional, un certain nombre de documents. Je pense en particulier, on pourra peut-être y revenir un peu plus dans le détail, mais le schéma régional climat et énergie, puisque un des défis numéro 1, c'est bien le réchauffement climatique et l'adaptation à ce changement. Ce travail-là, donc, nous a occupé déjà jusqu'en 2012, où on a pu arrêter ce schéma qui a une valeur pour 6 ans. Un des exemples de schéma programmatique, mais il y a aussi la stratégie régionale de la biodiversité, le schéma régional de cohérence écologique, cette fameuse trame verte et bleue dont les auditeurs ont sûrement entendu parler au moment du Grenelle, en tout cas, même si on en parle un petit peu moins aujourd'hui. Les plans régionaux de santé, environnement, puisque même si on n'est pas directement les seuls compétents, puisqu'on a un certain nombre de compétences en matière d'environnement, on travaille par exemple avec l'Agence régionale de la santé sur toutes ces problématiques liées entre la santé et l'environnement. Le plan de protection de l'atmosphère, par exemple, vous savez que les collectivités de plus de 250 000 habitants ont l'obligation de réaliser un PPA, et Dijon, justement, il y a eu une enquête l'année dernière, et on est en cours de préparation de réaliser ce PPA. Tout ce travail-là est fait par l'Adréal. Alors, l'autre posture, c'est l'instruction des dossiers. On est dans un monde, effectivement, où il faut s'assurer par une réglementation, même si les citoyens ont tendance à penser qu'il y a trop de normes. On a, par exemple, sur l'activité industrielle, la nécessité de suivre cette activité. Et il y a une grosse partie de l'activité de ce qu'on appelait l'ex-DRIR, qui est un des cœurs de métier aussi de l'Adréal d'aujourd'hui. Il y a les transports, donc Michel Quinet vous en parlera de façon un peu plus précise que moi, mais toutes les opérations d'aménagement du territoire sont instruites. Et l'Adréal a un rôle de maître d'ouvrage, donc ce qui est relativement important, pour mener à bien des projets de mobilité. Non pas la mobilité, faire des routes pour faire des routes, mais assurer un service aux citoyens. Parce qu'il n'y a que sur ce poste-là que vous avez une maîtrise d'ouvrage ? Essentiellement. En tout cas, oui. Au niveau régional... la position de maîtrise d'ouvrage, elle est surtout portée au titre des infrastructures. Pour le reste, on est amené à gérer tout un tas de crédits, on pourra rentrer dans le détail si vous le voulez, y compris des aides concernant le logement qui passent par l'intermédiaire du niveau régional avant d'être ventilées au niveau départemental, y compris des aides aux associations qui passent également par l'Adréal. Vous avez reçu Alter, mais il y a des financements qui viennent de l'Adréal, donc du compte de l'État pour ces associations. Ça, on y viendra. Mais en tant que réalisateur d'opérations, c'est plutôt l'activité transport sur laquelle on est en maîtrise d'ouvrage. L'autre, c'est pas rien déjà. Oui, c'est important effectivement. Mais la fusion du coup de nos 3 structures dont on vous parlait a été l'occasion aussi dans l'approche des aménagements d'avoir une culture commune qui essaie tant bien que mal d'intégrer les enjeux de développement durable, y compris dans les projets d'infrastructure dont on pourra vous parler. Un autre rôle important, c'est les missions d'avis. On doit, au titre de l'autorité environnementale, c'est une directive européenne qui impose ça, on formule sur l'ensemble des plans et programmes ou sur les projets qui sont réalisés sur le territoire, un avis de l'autorité environnementale. C'est-à-dire qu'avant des enquêtes publiques, il y a un certain nombre de projets sur lesquels on est amené à l'analyser et à voir son impact sur le milieu et à voir la qualité de l'étude d'impact qui a été réalisée dans le cadre des projets. Donc un rôle d'expertise. Voilà, un rôle d'expertise. Et tous les citoyens ont donc, au moment des enquêtes publiques, connaissance de l'avis de l'autorité environnementale sur les projets. Donc c'est quand même, et c'est quelque chose qui est monté en puissance ces dernières années et qui participe justement à la transparence aussi des décisions publiques par rapport aux enjeux environnementaux. Ça, c'est la 4e posture. Et puis, il y a l'enjeu de la connaissance. On a un certain nombre, si vous allez sur notre site internet, vous y trouverez tout un tas de données concernant, par exemple, la qualité de l'eau, même si c'est plutôt les agences de l'eau mais on met à la disposition du public des données régionales sur ces enjeux de qualité de l'eau, les enjeux de protection de la biodiversité, avec les cartographies des secteurs Natura 2000, par exemple, ou des ZNIEF, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, qui figurent aussi
ici sur nos sites. Donc l'idée, c'est d'apporter la connaissance, y compris aussi sur les enjeux du logement, la qualité des logements, etc. Toutes ces données sont à la disposition du grand public. Et là encore, ça répond à des exigences, même une convention, la convention d'Aarhus, qui doit mettre vers tous les citoyens les informations suffisantes pour participer à la fois au débat public et à la réalisation des opérations. Et puis, je dirais en dernier, c'est un rôle aussi d'animation et de pilotage des politiques de nos ministères par l'intermédiaire du travail, et ça a été rappelé par Fabien Grange, du travail avec les directions départementales des territoires qui sont, elles, plus dans le volet opérationnel direct pour le compte des préfets de département. Voilà le panorama assez large de notre structure. Eh ben, on l'aura compris, hein, on se déplace, on mange, on habite quelque part, il y a l'Adréal qui est derrière, qui agit, dis donc, c'est... Là, je suis un peu bluffé. C'est un vrai monstre Ah, tentaculaire. donc, on va faire une petite pause pour souffler un peu, là, parce qu'on a pris plein. Oui. Et puis, on va revenir dans des exemples, et voilà. Allez, à tout de suite. On va taper dans la butte. Ouais. C'est reparti dans l'émission de Pissenlit avec nos trois invités de la DREAL. Bon, j'espère que vous avez bien suivi au début l'explication avec tous les acronymes. Voilà. Alors on va revenir, on va aller un peu plus dans le vif du sujet. On mettra un lexique en ligne. Voilà. Et on va prendre un exemple avec monsieur Michel Quinet de la partie transport. Et il va nous expliquer un peu quels sont comment marche la DREAL au niveau transport, fabrication des routes ou autre. En fait, on est là pour découvrir. C'est à vous, vous avez 15 secondes. Alors, je ne veux pas vous faire tout le panel de nos activités dans le domaine transport, mais on agit quand même principalement sur les infras, quel qu'en soit le mode, sur le fer, sur le fluvial, sur le routier. On agit aussi sur les services à travers le respect des réglementations, à travers la conformité des véhicules, à travers aussi aider les entreprises dans la recherche de nouveaux véhicules. Mais il y a une particularité dans ce service, c'est qu'on est maître d'ouvrage constructeur de route. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'un constructeur de route fait dans une DREAL ? Voilà, Eh bien, je peux vous expliquer qu'on construit à la DREAL des routes en faisant du développement durable. Ah. À l'exemple de cette lino. Ouais. Voilà, cette lino que tous les Dijonnais connaissent depuis longtemps. Pareil qu'elle a une histoire de 50 ans. Moi, j'ai en charge ce dossier-là depuis quelques années. Mais j'ai bien compris dès le départ qu'on avait conçu un objet routier qui était complètement inscrit dans un besoin d'accompagner des politiques locales qui étaient complètement en faveur du report de la mobilité et des transports vers des alternatives à la route. Voilà, c'est fait pour accompagner ces politiques-là en redistribuant des trafics autour de Dijon, en permettant de mieux encore desservir des parkings relais pour le tram, en faisant en sorte que toute personne qui doit rentrer dans la ville puisse le faire par une porte qui va réduire le plus possible son parcours routier dans la ville, et à tous ceux qui n'ont pas à rentrer dans la ville, de ne pas y rentrer et de trouver un contournement qui soit aussi, qui mette en conditions de circulation avec un minimum, par exemple, de rejet de gaz à effet de serre. Voilà, déjà dans sa conception, c'est déjà un objet de développement durable. Et puis, on a tenu, Fabien le disait dans son propos liminaire, à être exemplaire dans la construction de cette lino. Donc, on l'a, par exemple, construit, on a fait la lino avec la lino. On n'est pas allé chercher une tonne et un mètre cube de cailloux en dehors du site que l'on avait à travailler. On a simplement fait des trous pour boucher d'autres trous et on n'a pas consommé de matériaux neufs en carrière, si ce n'est à minima pour des matériaux très élaborés. On a fait en sorte d'être vraiment exemplaire dans le suivi des impacts sur les milieux naturels. On est dans un secteur sensible du point de vue de l'eau, mais aussi vis-à-vis des riverains qu'on a forcément gênés
pendant toute la construction du chantier. Mais Et alors, on a conçu un ouvrage qui est doté de dispositifs d'exploitation qui lui aussi est une véritable protection contre les impacts que peut avoir une telle infrastructure dans la traversée d'un milieu sensible. Et on a fait du report de trafic, on a enlevé du trafic sur des boulevards qui sont équipés de rien du tout, qui sont lessivés comme toutes les rues par des pluies, sans aucun pré-traitement avant les rejets, alors qu'on a remis ce trafic sur la Lino qui, elle, bénéficie de tout un tas d'équipements qui permet de rendre aussi son usage propre. Mais alors, je voudrais vous poser une question, mais introduire une nuance. Est-ce que vous optimisez des choses qui sont déjà décidées, ou est-ce que vous avez véritablement la faculté d'avoir une stratégie ? On a une stratégie. C'est un des premiers projets que l'on réalise dans ces conditions-là. On a optimisé le projet pendant ces 5 ans de construction. On l'a fait de notre propre initiative avec notre technique, mais on l'a fait aussi en étant à l'écoute, en écoute permanente vis-à-vis des riverains et vis-à-vis des acteurs du territoire. On a continué à faire des réunions de concertation alors que le projet était approuvé, alors qu'on avait sorti les pelles et qu'on était en train de le réaliser. Et ça nous a permis de modifier nos plans, de modifier nos façons de faire pour effectivement être dans ce souci permanent du moindre impact et d'une conception qui amène un fonctionnement après la mise en service qui soit le plus respectueux à la fois du milieu habité, du milieu naturel et qui soit conforme aux usages que les acteurs locaux en attendent. Donc vous avez optimisé. On a complètement optimisé. D'accord, c'était oui. Mais dans un respect de délai et des coûts. Oui. Mais est-ce que c'est pas trop, j'ai envie de dire, compliqué, ou comment voir ça parce qu'à chaque fois qu'on construit une nouvelle route, c'est sur des terres, la plupart du temps des terres agricoles. Et comment se concilier entre le pour, le contre, entre destruction de terres agricoles et optimisation du transport, comme vous l'avez décrit, pour que ça se passe plus dans les villes ou ailleurs, etc. Alors on est bien dans une conception au juste nécessaire, hein, c'est-à-dire qu'on a, la Lino en est un bel exemple, hein, on a une infrastructure qui est construite différemment de celle qu'on aurait pu imaginer il y a 20 ans, avec du 2x2, avec des échangeurs, qui auraient encore consommé plus d'espace sur le milieu naturel. Elle peut passer en 2x2 voies, là. Elle est prévue pour être passée en 2x2 voies, mais elle ne l'est pas en 2x2 voies. Elle passera en 2x2 voies si il y a un besoin qui renvoie à cet aménagement en 2x2 voies. Pour l'instant, elle fonctionne dans ses caractéristiques. Et on ne constate pas aujourd'hui d'évolution de trafic comme on a pu les constater il y a 10 ans. Donc pour moi, le concept qui a été réalisé, la géométrie qui a été réalisée est pérenne. Mmh. Donc on est déjà sur cette volonté d'être au juste nécessaire en termes de géométrie d'infrastructure pour consommer le minimum d'espace. Ensuite, on va agir sur nos caractéristiques géométriques pour encore essayer de compacter tout ça et de faire au minimum. Par ailleurs, on va utiliser des espaces nécessaires à la construction qui vont eux-mêmes consommer des espaces naturels, mais qu'on va remettre en état à la fin du chantier. Vous allez voir tous les dépôts de matériaux qui étaient des dépôts tampons, qui nous ont permis de faire ces mouvements de terre entre les déblais et les remblais, et de ne pas aller en chercher à l'extérieur. Et on a là aussi consommé des terres, mais on va les rendre à l'agriculture. Enfin, après, il y a l'exemple, je vois juste à l'entrée de Plombières, où il y avait, je ne sais plus combien de pommiers là-bas. Bon, et maintenant, ils sont en parking, enfin, il y a des routes. Donc, comment mettre le curseur entre, justement, enfin, c'est toute la notion de développement durable, savoir développement et par rapport à une destruction. Ça se traduit bien par un développement au juste nécessaire, donc une consommation d'espace au juste nécessaire et des impacts minimums sur l'ensemble des problématiques, qu'on soit sur le milieu naturel, qu'on soit sur le milieu habité. Donc moi j'ai bien compris que vous faisiez bien votre boulot, mais à partir d'une décision qui était déjà prise en amont, en demeurant. Et ce que j'aimerais savoir, c'est par exemple, est-ce que vous avez... c'est imaginable que vous ayez la mission au plan régional de faire d'être force de
proposition ou voire vous ayez la maîtrise par exemple d'un rééquilibrage entre le ferroutage, le fluvial, etc. Que vous ayez cette échelle-là d'intervention. Sinon, j'ai bien compris que vous aviez fait ce que vous pouviez au niveau de la Lino, hein, ça j'ai bien noté. Mais voyez ce que je veux dire. Est-ce que votre où est le niveau de... Alors, on n'est pas décideur, hein, l'Adréal. On est représentant de l'État en région. Oui, mais c'est parce que vous avez parlé de la région, alors que c'est de la Lino, alors qu'on est quand même à l'échelle de la région. Voilà, avec, donc, on a toute une action qui est là pour œuvrer dans l'objectif de report modal entre alternatif à la route. C'est ça. On peut être sur le 2 roues en ville, on peut être sur le transport collectif en ville, on est sur le fer ou sur le fluvial, sur des transports interurbains. Donc on a cette action-là de favoriser, que ce soit en termes d'infra ou en termes de services. On ne se contente pas uniquement d'être dans le sujet avec la création de pôles d'échange multimodaux, mais on va être aussi au contact des opérateurs de transport, comme les opérateurs ferroviaires. Aujourd'hui, il n'y a pas que la SNCF, il y en a d'autres. C'est un marché ouvert à la concurrence, y compris avec des opérateurs ferroviaires de proximité, qui sont aujourd'hui capables d'aller tirer des trains sur des lignes dites capillaires, sur des réseaux qu'on n'a pas fermés à la circulation en Bourgogne, on a cette chance-là, et qui peuvent sortir des granulats dans une carrière au milieu du Morvan et les remettre sur un réseau structurant ferroviaire pour les emmener à 500 km, en évitant de le faire par la route, parce qu'on est allé, on sait encore par ces opérateurs ferroviaires de proximité, aller chercher ce caillou en carrière et le mettre directement sur des trains. Voilà, donc c'est à la fois de l'action en termes d'infrastructure, mais c'est aussi de l'action vis-à-vis de ces opérateurs, les transporteurs routiers, qui ont bien compris que l'alternative à la route, c'était aussi forcément une complémentarité dans les modes de transport. Le camion, il sera toujours nécessaire pour faire le premier kilomètre et le dernier kilomètre. Oui. Mais il y a bien des moments où il est plus intéressant de le mettre sur des rails parce qu'on consommera moins de carbone, on consommera moins d'énergie et on encombrera moins les routes. Alors je vais reformuler ma question plus simplement. En fait, quel poids et quelle limite vous avez dans la réécriture justement de ce multimodal ou dans l'évolution de ce multimodal ? On le retrouve à travers les différentes postures que évoquait Hugues. C'est à travers les avis qu'on peut donner, c'est à travers les études qu'on peut faire, la connaissance qu'on peut avoir du sujet pour effectivement amener les opérateurs, ne serait-ce que à réfléchir sur leur mode, sur les pratiques. On a bien vu dans ces 5 dernières années, les professionnels de la route, les transporteurs routiers, s'intéressaient à la logistique intermodale. Ouais. Ouais. Non, parce que je posais la question des freins, effectivement, parce que c'est pas eux qui conduisent le camion. Mais qui donnent les avis techniques. Il y a effectivement des opérateurs un petit peu partout, par ailleurs. Ça signifie de faire changer les comportements aussi chez chacun de ces opérateurs-là. Tu vois, même si là, il y a plein de bonne volonté, puis que ça veut y aller, puis même... Permettez-moi, tant mieux que ça bouge, mais... Faut pas se leurrer. Dans le développement durable, il y a économique. Il y a social. La mobilité, c'est un volet social quand on est sur la mobilité des personnes. C'est un caractère social fort, mobilité partout pour tous. Et dans le transport de marchandises, il y a un volet économique qui est fort. Oui. Donc on ne saura pas faire de l'intermodalité au nom d'une écologie si on n'est pas dans une économie suffisamment concurrentielle entre les différents modes. Donc notre job, c'est aussi de faire progresser les modèles, les infras, encore une fois, d'amener de la concurrence, d'amener de plus en plus d'opérateurs à être dans cette logique d'intermodalité. D'accord. Bon.
Mais après, je compléterais juste les propos de Michel Quinet par rapport à... le constat, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, 80% du transport se fait par la route et par les véhicules, que ce soit camions ou véhicules, et qu'il faut arriver à faire évoluer cette tendance en développant les autres modes. Dans nos politiques publiques, que ce soit les contrats de plan État-région, les fonds européens, les contrats de plan interrégionaux, on pourra parler du plan Rhône ou du plan Saône, on essaie de favoriser dans l'aménagement des ports l'utilisation du transport fluvial. Et on mettra dans les 6 ans qui viennent ou 7 ans qui viennent un certain nombre de crédits pour accompagner les acteurs vers ce dispositif. Mais c'est vrai qu'il y a des réalités économiques qui fait que c'est pas du jour au lendemain qu'on arrivera à renverser la vapeur. Il y a eu quand même un cap de fixé, c'est celui du Grenelle. Et effectivement, il est encore devant nous. Et il faudra que ce soit l'État, que ce soit les collectivités, les opérateurs, eh bien, on arrive à répondre à cet objectif. Mais il faut que tout le monde s'y mette, de toute façon, pas tortiller. Voilà, le sujet de transport pourrait nous emmener loin. Une petite pause. On va faire une... Arrête de vanner, tu vas faire fuir le public. Voilà. Et on va faire donc une petite pause pour revenir sur d'autres thématiques d'Adréal, parce qu'on pourrait en parler, j'ai l'impression, pendant des heures. Donc, il y a beaucoup là. Ça va nous transporter ailleurs. Allez, une petite pause musicale, Thierry. Une heure trop courte, quoi, voilà. comme à chaque fois. Une petite pause. Une petite pause. Bring out the marching band. Do me subs Chinese man. Let them play an anthem for a continent. You ain't them bots the plan. Hey, liberate the mind, but forgot the land. Il y a la régie, elle fait rien que nous embêter. Ah là là, il nous dit ça y est, on y va. Donc, de toute façon, ça passe tellement vite. Nous voilà revenus sur l'émission Le Pissenlit sur Radio Campus, vous l'aurez compris, toujours avec l'Adréal. Tout plein de choses. Donc on vient de parler du transport, donc qui nous amène à voir un peu plus le fonctionnement et J'ai rien dit. les interactions. Ce qu'on se posait, c'est quelles interactions sur un projet quelles interactions vous avez avec les entreprises, les associations, les collectivités, comment ça marche sur un thème, on va prendre un thème particulier par exemple. Je rappellerai quand même, parce qu'on l'a pas dit, et dans la présentation c'est important d'avoir l'ordre de grandeur des personnes qui travaillent, parce que derrière toutes ces missions il y a des hommes et des femmes. On est 260 personnes à l'Adréal Bourgogne. La parité est presque respectée, puisqu'il y a 52% d'hommes et 48% de femmes. C'est important de le noter. Et vous voyez que par rapport aux missions qui sont proposées, on a beaucoup ou d'experts ou d'ingénieurs, une bonne centaine sur l'ensemble de la structure, et puis un certain nombre de techniciens qui assurent le contrôle et tout le secrétariat bien sûr et le personnel administratif de support. Je vous coupe juste une petite parenthèse. Il y a un profil type des personnes qui travaillent, parce que là, que ce soit les transports, l'urbanisme, c'est tellement vaste. Notre ministère est un ministère technique, donc il y a une composante importante, que ce soit des ingénieurs des mines, des ingénieurs des travaux publics, des ingénieurs des ponts, etc., qui sont dans ces équipes, mais aussi du personnel administratif, des attachés, et puis il y a toutes les écoles de l'État qui permettent sur concours de rentrer sur ce type de... Et d'ailleurs, demeurant, c'est divisé en sous-directions, il y a des sous-chapitres dans l'organisation là, qui correspondent à tout ce que vous aviez dit. Oui, voilà, tout à fait. En fait, structurellement, je vais peut-être laisser la parole à... Non, structurellement, effectivement, on est mais rapidement, parce que... Oui, très rapidement. On a 6 services. Donc un service support par excellence, qui est le secrétariat général, il nous aide à fonctionner au quotidien. Donc, il ne faut pas les oublier. Souvent, ils travaillent dans l'ombre. Après, on a le service développement durable, qui est un service plus transversal aux 4 autres que je vais vous citer. On a le service ressources et patrimoine naturel, donc avec toutes les thématiques de biodiversité, de paysage, valorisation des ressources, eau et milieux aquatiques. Je le fais très vite. On a un service qui s'appelle prévention des risques. Donc, son titre est assez explicite, c'est les risques naturels et hydrauliques, c'est les risques chroniques à impact, les risques accidentels industriels, et puis aussi on a la particularité d'avoir un pôle interrégional d'équipement sous pression. Donc voilà, eux ils suivent tout ce qui est gros compresseurs, choses comme ça, voire même autres équipements sous pression. On a le service transport dont Michel a largement revenu dessus, pardon. Et puis pour terminer, on a le service logement et construction durable, donc où on suit toutes les politiques du logement et aussi ce qu'est la construction durable, avec quelque chose qui est assez prégnant pour le moment, qui est la rénovation énergétique de l'habitat, où on prend modestement notre part dedans. Voilà.
D'accord. Donc pour revenir, je referme la parenthèse, j'ai ouvert un peu plus long que prévu, sur le côté interaction, sur un thème particulier, interaction avec les différents acteurs. Alors bon, je vais prendre par exemple le schéma régional climat et énergie dont je vous parlais tout à l'heure pour montrer effectivement que si on veut arriver à remplir les objectifs qui sont devant nous, ça fait appel à tout un tas d'acteurs. Donc il y a eu ce Grenelle d'environnement et puis il y a eu un engagement de la France sur les 3x20 pour d'ici 2020 de réduire à la fois de 20% de nos consommations d'énergie, de 20% de nos émissions de gaz à effet de serre et puis également de diminuer de 20% la production de développer de 20% l'énergie renouvelable par rapport au panel, alors qu'aujourd'hui on produit en Bourgogne que 8% de l'énergie que l'on consomme et la partie renouvelable Ils sont tenables en Bourgogne, les 3 objectifs là? En tout cas, il a fallu les décliner, c'est-à-dire ça c'est les objectifs nationaux et après le principe c'était que chaque territoire et à l'échelle régionale se fixe des objectifs en fonction de ses potentiels. Ouais. Et c'est en tout cas ce qui a amené à rédiger ce schéma régional climat air énergie pour arriver à cet objectif. Et on est même un petit peu plus ambitieux aujourd'hui en Bourgogne en sachant que c'est un document cadre et qu'on aura au fur et à mesure de l'avancement à rectifier le tir si on voit qu'on a des difficultés à l'atteindre. Mais tout ça pour vous dire que pour arriver à cet objectif, on balaye dans le schéma régional climat et énergie plus de 50 orientations pour arriver à cet objectif. Et ça fait appel déjà aux bâtiments, par exemple. Donc, du coup, travailler sur les enjeux de rénovation thermique du logement. Pour y arriver, il va falloir mobiliser à la fois les professionnels qui travaillent sur la rénovation thermique du logement. Il faut mobiliser les bailleurs sociaux, ceux qui s'occupent des logements sociaux. On a plus de 100 000 logements sociaux en Bourgogne, donc qui représentent à peu près 10% de l'ensemble du parc. Et il faut arriver à faire travailler ensemble ces acteurs et les collectivités, et puis qui ont bien sûr un rôle à jouer par rapport aux politiques de l'habitat qu'elles mènent à l'échelle des agglomérations. Ça, c'est un premier exemple. Quand on rentre dans le domaine du déplacement, et ça vous a été illustré par Michel Quinet, là encore, c'est l'État, mais c'est également tous les opérateurs, et puis les autorités organisatrices de transport, avec le conseil régional, mais également les conseils généraux sur les transports scolaires, etc. Donc, il faut mettre autour de la table tous ces gens-là. Sur la partie agricole, qui est également, qui participe en fait aux émissions de gaz à effet de serre, et il y a des actions à mener à travers à la fois les possibilités de développement de la méthanisation, par exemple, et puis à travers les économies d'énergie, voire les économies d'intrants, qui peuvent, au bout du compte, aussi être source d'économies d'énergie. Dans le volet forestier, il y a aussi à mobiliser les acteurs, et c'est vrai que parmi les objectifs qu'on a fixés en développement des énergies renouvelables, la caractéristique de la Bourgogne avec 30% du couvert forestier, c'est un des potentiels et on a constaté effectivement que la ressource forestière n'est pas aujourd'hui suffisamment mobilisée et il faudra s'organiser pour, si on veut atteindre ces 20% d'énergie renouvelable, mobiliser plus de plaquettes forestières et puis... Mais quant à mobiliser les... Alors d'abord je précise à nos auditeurs que le document plan énergie-climat, c'est ça? Le schéma régional climat air énergie. C'est un document de 100 pages. Ça c'est pour ceux qui ne peuvent pas le voir, évidemment, c'est vous. Mais il existe une synthèse qui est aussi en ligne sur notre site. Tout ça est alors ma question est, ça m'a traversé l'esprit tout à l'heure quand on parlait des trans. Est-ce que vous avez une quelconque autorité sur ou des leviers ou une façon de dire à tous ces opérateurs c'est comme ça qu'il faudrait que ça soit fait? C'est la même question que je voulais poser, Thierry. Comment est-ce que vous mettez, apparemment, si je m'ai compris, c'est vous qui gérez un peu l'ensemble de tout ça. Une mission d'inspection. Comment est-ce que vous mettez autour de la table les différents acteurs et à quel moment vous dites non mais là un tel acteur qui va défendre son truc, il va dire non vous, finalement on va moins vous défendre parce qu'il faut plus s'orienter, tant pis pour vous et tant mieux pour l'autre qui. J'exagère, mais c'est comment est-ce que vous mettez le curseur? Comment vous faites avaler votre bébé là? Voilà. Alors c'est une bonne question. Merci. C'est cool. Vous posez la question de la gouvernance. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, les documents cadres dont je vous parle, ce sont des documents quand même qui ont
valeur d'orientation politique référence, forte. d'accord. C'est co-signé, enfin, il y a un arrêté du préfet de région, ça a été délibéré et validé par le président du conseil régional, et ça donne l'orientation pour les acteurs. Après, il faut arriver à le décliner. Et là, c'est pour ça que, il y a une gouvernance qui se met en place avec les principaux acteurs, et qui reste à construire aujourd'hui, parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'on a un petit peu du mal à avancer sur ce thème de la gouvernance des acteurs. Mais après, thématique par thématique, l'approche sectorielle dont je vous parlais, que ce soit le volet énergie renouvelable, le volet bâtiment, le volet agricole, le volet forestier, se traite dans des groupes thématiques. C'est-à-dire quand on a construit de toute façon ce schéma, on a mobilisé autour de la table plus de 500 personnes, effectivement, pour arriver à donner ces orientations. Et après, l'idée, c'est de maintenir cette dynamique et de pouvoir, avec ces différents groupes thématiques, avancer sur le sujet. D'accord. Et Donc ce travail est encore... Cette feuille de route est déjà à la base d'une construction collective. Voilà, tout à fait. Où on doit retrouver les mêmes pour suivre la feuille de route en question. Voilà. Et alors, la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ces 50 orientations, elles sont très nombreuses. Et il faut aussi, en fonction des moyens dont on dispose, fixer un certain nombre de... Il faut fixer un certain nombre de priorités. Bon, je rappellerai quand même que la ministre Ségolène Royal a réévoqué les 4 priorités de son ministère, à savoir l'enjeu de rénovation thermique du logement, parce que c'est effectivement une des clés. On constate effectivement que ça participe à la consommation d'énergie de façon importante pour la Bourgogne, donc on l'appliquera. Le développement des énergies renouvelables, qui est également mis en avant. L'économie circulaire, qui est quelque chose d'un petit peu nouveau et sur lequel on doit travailler. Et le 4e m'échappe. C'est sur la mobilité. Voilà, sur la mobilité électrique. Donc on avait l'illustration tout à l'heure avec la partie transport. Donc on peut déjà travailler sur ces thématiques-là. Ce que je peux vous dire, c'est que sur le plan de rénovation énergétique de l'habitat, nous avons monté un comité de pilotage avec autour de la table effectivement le niveau régional, l'ADREAL, le conseil régional, et puis les niveaux départementaux avec les préfets de département et les collectivités qui peuvent effectivement apporter leur concours sur ces objectifs de développement de la rénovation énergétique de l'habitat. Des opérateurs de facto. Il y a un organisme important qu'il faut connaître, c'est l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. On a fait évoluer aussi le dispositif pour permettre à plus de personnes de bénéficier des aides pour la rénovation thermique des logements. Vous savez, il y a des plafonds de revenus qui sont fixés. Et c'est vrai que prioritairement, c'est normal d'essayer d'aider les plus modestes, mais on a relevé un petit peu à la hausse ces plafonds. Donc on peut permettre à plus de personnes de bénéficier d'aide pour la rénovation du logement. Il y a d'ailleurs un numéro vert qui a été mis en place et qui permet à tout un chacun de prendre des informations auprès des espaces info énergie. Et je crois que c'est important de profiter un peu de ce plateau qui est là pour encourager nos citoyens à faire cet effort de rénovation du logement. La rénovation du logement, c'est à la fois un côté économique, puisqu'on va faire des économies d'énergie. C'est un côté social, puisqu'effectivement, avec ces aides, on permet à des personnes qui vont être un peu vulnérables par rapport à l'achat de l'énergie dont on sait que la tendance est à la hausse. Et donc c'est important de pouvoir mobiliser chaque citoyen sur ce type de chantier. Question, on avait peut-être un peu abordé tout à l'heure, mais quand vous dites, justement pour développer l'aide sur l'isolation des bâtiments par exemple, est-ce que vous apportez, au nom du ministère, des aides financières? Ce que je vous disais, on passe pour le logement privé, si vous voulez, par le dispositif de l'ANA, l'Agence nationale. Par l'ANA pour... Oui, mais c'est un établissement public, donc si vous voulez, mais c'est effectivement ces aides sur le logement privé sont plutôt par l'intermédiaire de l'ANA. Par contre, il y a également des dispositifs d'éco-prêts, des prêts bonifiés, donc finalement, qui sont mis à la disposition des citoyens et c'est lié en fait à des dispositifs fiscaux favorables. Donc c'est l'État quelque part qui est derrière par rapport à la Caisse des dépôts. Vous n'avez pas regretté qu'il n'y ait plus d'aide. Vous avez regretté qu'il n'y ait plus d'aide au solaire? Après, on comprend bien qu'effectivement ça favorisait la Chine parce qu'en France on avait été foutu de monter la filière, mais alors là, ça va nous emmener dans un débat assez long, si vous voulez, par rapport au dispositif d'intervention. Non, le fond de ma question, en fait, elle était même plutôt personnelle. En fait, est-ce que vous trouvez que ça va mais c'est une réponse courte. Vous trouvez que ça va assez vite, ça va trop vite, trop vite, ça m'étonnerait. Non, c'est-à-dire que
le constat global aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'enjeu économique et l'enjeu emploi est mis en avant. Ouais. Les enjeux de plus long terme, on a un petit peu du mal à les mettre en avant aujourd'hui. Ouais. Maintenant, puisque vous évoquez le dispositif de développement des énergies renouvelables, on sait. Je vous parlais du potentiel bois-énergie en Bourgogne. On sait que derrière, l'autre effort à faire, c'est par rapport au dispositif éolien. Et là, on a un dispositif de tarif d'achat qui est favorable à l'éolien. Et petit à petit, on rentrera dans la tarification classique maintenant pour ce système de production. Il y a d'autres, il y a le solaire, mais il y a d'autres, il y a tout un panel, si vous voulez. Et puis la première économie à faire, c'est l'énergie qu'on ne va pas consommer. Et là, ça appelle forcément à un nouveau comportement des citoyens et puis à des actions type rénovation de l'habitat qui là permettra à l'avenir d'économiser de l'énergie. Ah oui, plus on va intervenir en amont, plus on sera gagnant. Il reste à peu près 4 minutes. Sur votre C'est site, dommage parce que j'avais encore plein de trucs à leur demander. C'est toujours pareil. Il y a sur votre site, dans la petite plaquette de présentation, il y a un truc qui me touche personnellement. C'est marqué « Promouvoir la participation des citoyens dans l'élaboration des projets du ministère ayant une incidence sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. » Donc, promouvoir la participation des citoyens. Comment ça se passe? Parce qu'on n'en voit pas dans la presse, l'Adréal appelle tout le monde à participer, à donner son mot. Est-ce qu'il y a un forum? Comment ça se passe? Il y a différents on a moyens. compris qu'il y avait les différents acteurs, mais le citoyen il y a différents lambda. moyens de faire participer le public. Il y a le dispositif, je vous expliquais que tout projet soumis à autorisation fait l'objet d'enquête publique. Donc à ce dispositif-là, il y a effectivement le citoyen peut donner son avis sur les et là, projets. c'est Mais déjà parfois, sur un projet qui est déjà acté. Voilà, en fait, voilà. Mais le dispositif débat public existe également pour des grands projets structurants. Ça a été le cas, par exemple, pour la RCEA, la route Centre Europe Atlantique en Saône-et-Loire. Il y a effectivement des dispositifs préalables avant des choix qui sont opérés par le ministère de faire participer le public sur ces questions. On organise un certain nombre de à conférences. Dijon, on peut participer. Je ne sais pas si vous avez des différents, sujets. Venir, on va discuter de. Enfin, moi, en même temps, si j'étais à leur place avec la charge de boulot qu'ils ont, je ne m'amuserais pas tous les 4 matins à demander l'avis du voisin. Voilà. Non, mais. Il y a des périodes, et bon, on parlait de la semaine de développement durable tout à l'heure. Il y aura la semaine. À ça, bah oui. Il y aura la semaine de la mobilité. Il y a des rendez-vous. On profite de ces rendez-vous un petit peu thématiques pour mettre autour de la table les citoyens. C'est notre façon de participer au débat public. Mais après, il y a quand même un certain nombre d'instances de concertation à l'échelle de la préfecture, les comités départementaux des sites nature et paysages. Il y a des CODERS, il y a des représentants ou des élus ou des associations qui participent d'une certaine forme au débat public. Alors le débat du grand public, il y a une illustration, c'est quand on a eu le débat l'année dernière sur la transition énergétique, eh bien on a le Conseil régional avec l'État, avec l'ADEME, a organisé un certain nombre de débats publics. Moi j'ai le souvenir effectivement d'une salle de plus de 200 personnes à côté de la gare qui s'est réunie pour parler justement, et là tous les citoyens étaient invités des enjeux de demain en matière d'énergie. Oui, ça peut être que ces ateliers qu'il y a eu l'année dernière, ça peut être que cette échelle-là, évidemment. Oui, je comprends, mais c'est un... Voilà, parce que sinon, ils passeraient leur temps. Je comprends. Mais... Sous format de conférence aussi, comme on l'a fait notamment sur la semaine de la mobilité, sur Consommer Autrement, sur tous ces événements, ces moments où c'est un peu un éveil des consciences, un partage de bonnes pratiques, la mise en lumière aussi d'acteurs qui ne sont pas forcément connus. Cette année, notre marché, qu'on appelait marché bio, on l'a appelé Consommer Autrement parce qu'on l'a ouvert à l'autopartage, à la ruche qui dit oui, à plein de choses, quoi. Et c'est des moments pour nous qui sont intéressants. Alors, effectivement, la médiatisation, elle reste quand même somme toute limitée parce que après nous, on nous a posé la question pourquoi on n'avait pas ouvert le marché à l'ensemble de l'agglomération dijonnaise. Modestement pour des questions de sécurité, je vais vous dire. Pourquoi d'accueil en fait du public. Non, mais pourquoi c'est-à-dire qu'il était tout public. Exactement. C'est pas forcément notre vocation d'organiser des marchés régulièrement, mais pourtant c'est des moments qui sont vraiment importants et c'est des moments d'échange qui sont. Alors il nous reste 1 minute. Ça c'est encore la régie qui vient nous
nous souffler dans les bronches. Ouais, bon, voilà, comme Moi, d'habitude, j'aurais on bien ouvre voulu plein qu'on de parle portes. de l'économie circulaire Ouais, aussi. mais- C'est encore trop court. On c'est fera, dommage. on vous réinvitera dans ce cas-là, parce que comme d'habitude, on a ouvert plein de portes. On a ouvert, j'espère, vous a ouvert les yeux sur voilà une autre Vous structure. reviendriez sur un volet ou un thème Ouais. bien précis. On peut Maintenant imaginer- qu'on a fait le truc général, Voilà. l'intro, on on a fait verra, l'intro. on a tout un tas de viviers au sein de Allez, la DREAL. Sur tout à l'économie fait. circulaire, on est quand même en phase aujourd'hui plutôt de réflexion oui, ça, je suis bien placé pour le d'anticipation. Allez, L'ADEME on- travaille sur ces questions-là et on travaille avec Oh, ils eux. reviendront. Allez, Mais je crois vous que nous vous allez les téléphonez inviter, et d'ailleurs, puis l'ADEME, donc, on vous réinvitera. Dernier, là, on est ça diffuse donc samedi matin. Rendez-vous pour une action attaque les Amis de la Terre devant BNP Paribas, la banque d'un monde qui triche. Allez, on rentre dedans directement. Rendez-vous 10h30 rue de la Liberté devant l'agence BNP Paribas. Et c'est l'action Les Requins. Tu veux pas t'en empêcher. Hein. Non, ben voilà, c'est du militantisme pur et dur. Le curseur est bien placé. Enfin voilà, c'est subjectif, mais voilà. Allez, bon, à bientôt tout le monde. Un grand merci en tout cas. Un grand merci à tous les trois. Merci. Oui. Merci à vous. Merci à vous.